Le système vacunal, c'est très simple. Vous savez tous que si vous exposez le vampire à la lumière, le vampire ne peut pas supporter la lumière du jour, il se ratatine et il meurt. Et c'était notre tactique, simplement pour l'accord, parce que quand on expliquait aux gens le contenu, ils étaient horrifiés. Et c'était déjà les multinationales qui avaient négocié ça à l'OCDE en secret. Et quand on a découvert cela, c'était par les Canadiens, c'était pas par notre gouvernement, nos camarades canadiens nous avaient envoyé un texte. À l'époque, j'étais le président de quelque chose qui s'appelait l'Observatoire de la mondialisation, et on s'est mis en route et on a fait une grande coalition. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a eu une coalition menant des gens ensemble de différents pays d'Europe. Ce qui maintenant, avec le TAFTA, est un très grand pas. C'est une avancée pour l'Europe. Mais effectivement, c'était en exposant à la lumière du jour ce système de tribunaux arbitraux qui pouvait porter plainte contre des États souverains que de dégoûter les gens, et nous avons gagné ça en 1998. Mais les transnationales ne se reposent jamais, n'est-ce pas? Et là, je voudrais vous donner un tout petit peu d'histoire, parce que depuis 1995, les transnationales d'Europe et des États-Unis se retrouvaient d'abord dans un organisme mis sur pied à la fois par le département du commerce américain et la division trade commerce de l'Europe, et ça s'appelle le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue transatlantique des affaires. C'était à l'origine 70 très grandes entreprises de tous les domaines, y compris les avocats et les grandes maisons de comptabilité, Pricewaterhouse, etc., et puis aussi les manufacturiers. Et pendant des années, ils ont mis au point, ensemble, selon les secteurs, exactement ce qu'ils souhaitaient obtenir. Et cela a été mis en pratique avec des organisations qui ont changé de nom, mais qui ont toujours été sur la même longueur d'onde. Et la dernière incarnation de ce Transatlantic Business Dialogue a été mise en route par Merkel, George Bush et M. Barroso en 2007. Et ça s'appelle le Conseil économique transatlantique, Transatlantic Economic Council. Et voilà comment ils se décrivent eux-mêmes sur leur site, si c'est là toujours, parce que ce n'est pas certain que ça y soit toujours. Le Conseil économique transatlantique est un organisme politique chargé de superviser et d'accélérer la coopération intergouvernementale dans le but de promouvoir l'intégration économique entre l'Union européenne et les États-Unis. Organisme politique. Bon, ok, d'accord, les deux gouvernements sont pour. Donc, ils ont un rôle politique qu'ils décrivent brièvement comme étant l'intégration économique entre les États-Unis et l'Europe. Je me souviens qu'à aucun moment, les Européens ont voté pour ça. Les Américains non plus, d'ailleurs. Mais voilà l'organisation côté politique. En même temps, vous l'avez dit, les lobbies sont extrêmement actifs et ont aidé à écrire les différentes demandes américaines. Je crois qu'il faut cesser de parler strictement de libre-échange, parce que ces accords, en tout cas entre l'Europe et les États-Unis, ça ne concerne que très marginalement le libre-échange. Ce n'est pas la peine d'avoir tout ce tralala pour baisser les tarifs du 2-3% où ils sont en moyenne maintenant, jusqu'à 1 ou 0%. Personne ne donnerait autant d'énergie qu'ils ont donné à ça. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit justement d'une charte de droit
pour les entreprises. Et ça contient tout ce que les entreprises ont développé pendant ces 20 et quelques années, où elles mettent en train leur programme. Et ça, c'est l'incarnation de leur programme Etafta. Alors, comment nous avons été mis en route pour ces négociations? C'est très intéressant parce que il y a eu un mandat. Ce mandat a été signé par tous les États membres de l'Europe. Mais ce mandat, d'où vient-il? Moi, j'ai voulu savoir, parce que j'écrivais un livre qui avait un long chapitre sur le TAFTA, et j'ai demandé cela à l'Europe, mais qui était dans ce High Level Working Group, ce groupe de travail de haut niveau, mais qui était dans ce comité pour écrire le mandat. Alors, la première tentative était un échec, mais la dame qui était chargée de répondre aux citoyens européens à ce genre de questions m'a dit, mais je l'envoie à la direction du commerce. Et puis j'ai eu une réponse très polie, mais qui disait, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une liste des personnes qui étaient dans ce comité. Alors le mandat, ça vient de gens de haut niveau, ça vient comme la pluie sur... Et puis tout le monde le signe. Aucune discussion, tenue secret pendant plusieurs mois. Enfin, quand il y a eu des fuites, 2 ou 3 mois après les fuites, la commission a dit nous allons le rendre public, alors que tout le monde qui s'intéressait à ce genre de choses l'avait déjà vu. Mais enfin, c'est secret depuis le début, ça a lieu à huis clos, les négociations ne sont pas publiées, les entreprises sont présentes, les entreprises corrigent le tir à chaque fois, mais les citoyens sont totalement exclus, sauf par des fuites. Maintenant, il n'y a pas que le système de tribunaux arbitraux. Cela est devenu tellement une épine dans le pied de la Commission que Mme Malmström, qui est le commissaire du commerce, a inventé quelque chose qui s'appelle International Court, j'oublie le troisième, mais qui est exactement la même chose, seulement les arbitres ne sont plus cette fois 3 avocats qui viennent de telle firme et puis la prochaine fois 3 autres avocats, non, il y a 15 personnes, mais on ne va pas non plus savoir qui sont ces 15 personnes en avance. Leurs critères sont simplement d'avoir des connaissances sur l'investissement et des connaissances en droit. Mais c'est exactement la même chose. Il y aura peut-être un processus d'appel aussi, qui n'existe pas maintenant. Mais ce sont les mêmes avocats, surtout britanniques et américains, qui démarchent les entreprises. Il y a des divisions maintenant dans toutes les grandes firmes d'avocats où il y a des centaines d'avocats qui se spécialisent pour les entreprises, pour leur dire « Ah, vous savez que dans tel pays, votre investissement n'est pas respecté parce que ce gouvernement vient de passer telle ou telle loi qui peut mettre en danger votre investissement. » Et comme les termes dans les traités sont extrêmement larges, une entreprise peut porter plainte parce que ses attentes légitimes n'ont pas été tenues, qu'il avait le droit de s'attendre à autre chose. Donc tout changement politique peut donner lieu à une action en justice arbitrale. Nous avons maintenant une grande expérience parce qu'il y a eu des traités bilatéraux en veux-tu en voilà, plus de 3000 maintenant, et il y a 600 cas que l'on peut étudier, recenser. La moitié à peu près ont été décidés, les autres sont en attente, mais on voit à travers les cas déjà décidés, par exemple, pas encore, mais dont on connaît les termes, l'Égypte a augmenté le salaire minimum.
investisseur Veolia porte plainte parce que Veolia avait une attente légitime de ne payer ses ouvriers de nettoyage que tant. Et l'Égypte a contrevenu à ses désirs. Vous pouvez porter plainte si vos profits actuels ou même futurs seront entamés à votre avis. Il y a eu plein aussi de plaintes qui portent sur les combustibles fossiles, où des compagnies pétrolières portent plainte parce que tel ou tel gouvernement ne souhaite pas que l'on fore pour le pétrole ou que l'on fasse du gaz de schiste dans certaines provinces. Procès contre l'Équateur, perdu par l'Équateur, qui doit payer 8 milliards de dollars à Occidental Petroleum. Et puis il y a des cas au Canada aussi, gaz de schiste, etc. Je ne vais pas faire la liste de tous les cas. Les États ont gagné 35% de ces cas qui nous sont déjà décidés. Mais l'État ne gagne jamais réellement. Parce que les coûts, jusqu'en 2014, je n'ai pas des chiffres plus récents, mais les coûts étaient toujours, en moyenne, 8 millions de dollars et parfois aller jusqu'à 30 millions de dollars. C'est l'État et donc les contribuables qui payent ces coûts. L'État a perdu dans les autres cas, soit en décidant de faire un arrangement hors tribunal pour faire avancer les choses, soit le tribunal a dit le montant de la compensation nécessaire. Et ce n'est pas tout, ça c'est déjà une chose contre laquelle les citoyens doivent s'élever, à mon sens, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et je voudrais parler du CETA, qui est le traité avec le Canada, parce que si vous avez suivi cette affaire, vous savez que le président de la République, suivi par M. Fekl, le ministre du Commerce, a dit oui, non, maintenant le TAFTA, c'est fini, on ne va pas le signer, on va le laisser reposer, ça sera toujours négocié. Et la France a fait comme ça des produits contre. Alors, mais le CETA, pour eux, c'est acceptable. Donc, il y a c'est un peu les méchants Américains et les gentils Canadiens. Et on a, en France en particulier, la vision du Canada comme un peu le Grand Nord, c'est très romantique. Mais il faut savoir que ce pays, d'abord, est un havre pour les entreprises américaines. 80% des entreprises dites canadiennes sont des filiales ou des investissements d'entreprises américaines, que le Canada a le même système agricole, c'est-à-dire plus de la moitié de tous les produits alimentaires agricoles sont le produit de seulement 5% des fermes, que c'est le même système productiviste, très dépendant du capital, de la Chine, des engrais, etc. Et que le CETA contient lui aussi le système arbitral, mais aussi ce que l'on veut mettre dans le CETA, c'est quelque chose qui s'appelle le forum de régulation conjointe, de coopération en matière de régulation, regulatory cooperation. Et l'idée là, c'est de mettre de nouveau les entreprises et les lobbies aux premières loges, pour que ce ne soit pas le Parlement qui décide quelles sont les normes et les niveaux de protection dont nous avons besoin, mais ce sont les lobbies qui peuvent dire au début, et qui peuvent dire dans le CETA notamment, que si un législateur veut tel ou tel règlement, il faut qu'il prouve scientifiquement que c'est nécessaire. Parce que le principe, là, c'est qu'il ne faut pas qu'une mesure, quelle qu'elle soit plus contraignante que nécessaire. C'est la phrase qu'on s'appelle. Alors, qui décide de ce qui est nécessaire? Dans ce cas-là,
c'est la science. Il y a un grand conflit dans les deux traités, STAFTA et CETA. Vous m'arrêtez parce que je peux continuer des heures. Ok. Oui, non, je n'ai pas retrouvé. C'est pas grave. Je répondrai à des questions là-dessus. Mais cette coopération mettrait en charge de décider avant que ça vienne à la législature. Ce que je voulais dire avant, c'est que les deux conceptions de science de part et d'autre de l'Atlantique sont extrêmement différentes. La science, pour les États-Unis, doit prouver à 100% que telle mesure est nocive. Alors que les Européens, et pas les Canadiens et pas les Américains, tiennent au principe de précaution. C'est-à-dire, s'il y a un risque pour l'environnement, pour la santé humaine, etc., on s'abstient. La preuve de cela, c'est que les Américains, plutôt les Européens d'abord, on va dire, ont interdit 1200 produits chimiques qui ne sont pas admis sur le marché en Europe. Pendant ce même temps, les États-Unis ont interdit combien, à votre avis? 5. Donc, nous n'avons pas du tout la même conception. Les normes et ce que les Américains appellent le sound science, la science vraie, réelle, ferme, mais en avant, par exemple, pour les OGM, nous savons qu'à tort ou à raison, les Européens, 75-80%, ne veulent pas d'OGM. Les États-Unis disent que c'est absolument parmi leurs priorités. Il y a d'autres choses qui sont le refus d'accepter les indications géographiques. Vous savez, le champagne, vous pouvez en faire en Californie. Ce sont pour eux des noms génériques. Ils veulent bien vous vendre un trademark, c'est-à-dire une marque de fabrique, mais l'idée d'indication géographique, ils ont déjà refusé au moins 80% des 3000 et quelques indications géographiques en Europe, pour les fromages, pour les vins, pour les spiritueux, pour les jambons, pour tout. Bon, je devrais peut-être me taire là, mais ce que je veux que vous restiez avec cette idée que nous ne sommes pas dans le domaine du commerce. Les tarifs sont assez élevés en agriculture pour des raisons que j'estime valables, parce que c'est vraiment la ruine des agriculteurs français, mais aussi dans d'autres les plus faibles. Et donc il faut que parfois les tarifs montent jusqu'à 12-14%. Mais pour le reste, ça n'est pas un problème. Le commerce se passe très bien entre les côtés de l'Atlantique. Il s'agit au contraire de mettre les entreprises dans une position dominante et de faire par traité de certitude que dans l'avenir, c'est elles qui vont décider. C'est donc une attaque contre les trois branches du gouvernement, contre le juridique par ces tribunaux arbitraires, contre le législatif par les forums de coopération réglementaire et même contre l'exécutif. Parce que si vous êtes un pays un peu faible et que vous craignez que si vous passez tel ou tel droit qui favorise le travail, qui augmente les salaires, qui protège l'environnement, vous allez avoir des procès en pagaille, vous réfléchissez à deux fois. C'est ce qu'on appelle le chilling effect, c'est l'effet de refroidissement. Et cela aussi, les entreprises ont dessus. Donc, c'est vraiment, vous avez bien raison de mettre votre question en termes de démocratie, de transactionnel et de commerce, parce que c'est vraiment comme cela qu'il faut poser la question. Merci. Merci.